les gens parlent, les victimes parlent, mais de l'autre côté, il faut entendre, il faut écouter, et puis c'est toute la société qui doit écouter. Ça passe aussi par la prise des plaintes, ça passe aussi par des condamnations. Tant que la société n'est pas prête à entendre toutes ces personnes-là, ça ne pourra pas avancer. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Sam, qui va nous raconter son histoire sur un sujet dont on parle encore trop peu, l'inceste et les violences sexuelles dans l'enfance. En France, 13% des femmes et 5,5% des hommes ont été victimes de violences sexuelles avant leurs 18 ans. Autrement dit, un enfant sur 10, ou 3 enfants par classe. Et pour plus de 40% de ces enfants, les violences sexuelles ont eu lieu avant l'âge de 11 ans. Face à ces chiffres, qui proviennent de la dernière enquête nationale sur les violences sexuelles effectuée par l'INSERM en 2021, on ne peut tirer qu'une seule conclusion. L'inceste et les violences sexuelles dans l'enfance ne sont pas un fait divers, mais un fait de société, et même un véritable problème de santé publique. Le plus souvent, l'agresseur est un proche, et même un membre de la famille. On parle alors d'inceste. Les personnes concernées mettent souvent des années, voire des dizaines d'années à parler. Et celles et ceux qui ont le courage de parler dans l'enfance sont souvent peu soutenus. Pour plus de 2/3 des victimes, le fait de parler n'entraîne aucune conséquence. Les violences sexuelles dans l'enfance peuvent avoir de très lourdes conséquences sur la vie des personnes concernées, sur leur santé mentale et sur leur santé physique, et cela même des années après les faits. Troubles de stress post-traumatique, dépression chronique, anxiété, conduite à risque, addiction, troubles alimentaires, sexualité perturbée, perte de mémoire, dissociation, douleurs somatiques. La liste des conséquences des violences sexuelles sur la vie des personnes concernées est malheureusement extrêmement longue. Notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Sam, mais elle est plus connue sous le pseudonyme Samboy, qu'elle utilise sur Instagram. Sam est autrice et illustratrice. Elle a commencé à raconter son histoire d'inceste sur son compte Instagram, puis au sein d'une BD, intitulée « C'est mon petit doigt qui me l'a dit », publiée en janvier 2022 aux éditions Le Duc Graphique. Les parents de Sam divorcent quand elle a 7 ans. Sa mère refait sa vie avec un autre homme, et cet homme, son beau-père, viole Sam lorsqu'elle a 10 ans. Beaucoup de jeunes victimes n'osent pas parler, mais Sam a parlé. À 12 ans, elle se confie à sa mère. Et comme c'est malheureusement souvent le cas, sa mère décide de ne pas quitter son beau-père. Sam vit avec eux jusqu'à sa majorité. À 27 ans, avec beaucoup de courage, Sam décide de porter plainte contre son beau-père. Sa mère coupe alors tous les ponts avec elle. Son beau-père est condamné à quelques mois de prison, avec sursis en première instance, mais relaxé en appel pour cause de prescription. Aujourd'hui, Sam n'a toujours aucun contact avec sa mère, qui vit toujours avec son beau-père. Dans cet épisode, Sam vient nous raconter son histoire avec beaucoup de pudeur. Elle nous parle de l'impact que l'inceste a pu avoir et a encore sur sa vie, du mécanisme de silence qui entoure l'inceste, de son dépôt de plainte, de sa vie de maman et de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour surmonter ses traumas. Ce podcast vous est présenté par Touki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Touki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearetouki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Sam. Bonjour Sam, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens témoigner de ton histoire d'inceste, histoire que tu as racontée en dessin sur ton compte Instagram d'abord, puis au sein d'une BD intitulée « C'est mon petit doigt qui me l'a dit », publiée en janvier 2022 aux éditions Le Duc Graphique.
J'ai lu ta BD il y a quelques mois. Je l'ai trouvée à la fois émouvante et informative pour tous ceux qui pourraient être concernés par l'inceste ou plus largement les violences sexuelles dans l'enfance. Et aussi simplement pour toute personne qui souhaiterait mieux comprendre ce que c'est l'inceste, les dynamiques qu'il y a derrière et les traces que cela peut laisser sur les enfants et plus tard à l'âge adulte. Pour commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton histoire pour ceux qui n'auraient pas encore lu cette BD et qui, j'espère, la liront après le podcast? Bonjour, alors déjà merci de m'avoir invitée sur ce podcast, je suis très contente d'être parmi vous. Pour un petit peu raconter mon histoire, mes parents ont divorcé quand j'étais assez petite, j'avais environ 9 ans et ma mère s'est remise avec quelqu'un assez rapidement. Et il y a eu des agissements petit à petit et petit à petit des gestes déplacés jusqu'à ce que ma mère tombe enceinte et parte accoucher où là, il en a profité pour abuser de moi et me violer. Après, s'en est suivi donc pas mal de dissociation, d'évitement, donc plusieurs mois comme ça à essayer d'éviter au plus d'être avec lui, etc. Et j'avais très honte, j'étais très mal. Ma mère était du coup une jeune maman et pour elle ça a été aussi un peu compliqué cette période parce que voilà, elle venait d'accoucher, que c'était compliqué. Et environ 1 an après, donc je lui ai un peu avoué ce qui s'est passé. Je me suis confiée et ça a été assez compliqué parce que je pense qu'elle m'a pas forcément cru. Elle a pris un petit peu mes paroles à la légère et s'en est suivi du coup voilà. Elle m'a dit plus ou moins écoute, un jour tu partiras de la maison, donc en attendant fais un peu le dos rond et puis si tu l'aimes pas, on fera en sorte que tu le vois le moins possible, mais prends sur toi, moi je vais vivre avec lui de toute façon. Donc voilà, ça s'est passé un peu comme ça et beaucoup plus tard, j'ai porté plainte parce que j'avais 27 ans et j'ai fait un peu au mieux pour moi et du coup j'ai été abandonnée du coup de ma mère, de ma famille suite à ma plainte. Tu avais quel âge au moment des faits, je l'ai précisé? J'avais 10-11 ans. 10-11 ans, d'accord. Ouais. Et donc après, tu as continué à vivre chez ta mère jusqu'à ta majorité? Ouais, c'était un des premiers trucs où à 18 ans, je suis partie quasiment le jour de mes 18 ans, ouais. D'accord. Merci d'avoir remis le contexte. Puis pour tous ceux qui voudraient avoir plus de détails, je les renvoie vers la BD qui décrit très bien son histoire. Maintenant, on va revenir un petit peu plus en détail sur l'impact que peut avoir l'inceste sur la vie des gens qui sont concernés. On sait que l'inceste peut avoir de nombreuses conséquences des années plus tard, la dépression, des conduites à risque, des troubles alimentaires, une sexualité perturbée, de la dissociation, de l'évitement, de l'hypervigilance. La liste est malheureusement très longue. Pour toi, quelles ont été les conséquences de l'inceste ou quelles sont encore aujourd'hui les conséquences de l'inceste sur ta vie? Une des premières choses, c'est que déjà j'ai perdu du coup le lien maternel, donc ma mère m'a abandonnée suite à ça, donc ça c'est extrêmement compliqué à vivre au jour le jour parce qu'une mère quand même on en a besoin. Donc je fais sans, j'essaye de faire au mieux, même si j'ai pas mal de figures maternelles autour de moi, donc j'arrive à compenser, mais ça reste très difficile. Après j'ai des cauchemars régulièrement, de moins en moins, mais quand même j'en ai régulièrement. Hypervigilance, oui, c'est sûr, je dors pas, je dors pas très bien. J'ai toujours une oreille qui traîne. C'est difficile du coup de se reposer, des choses comme ça, ouais. On discutait un peu avant le podcast et tu m'as dit que souvent tu pouvais te sentir en décalage avec les gens, un peu différente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, j'avais l'impression pendant très longtemps que le fait que j'ai été victime d'inceste, ça se voyait sur moi. Et du coup, j'avais l'impression d'être différente. Il fallait surtout il fallait que je me mette dans le moule, d'être un peu comme tout le monde. Et alors que je me sentais très en décalage quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Les gens rentraient, goûtaient, alors que moi, j'essayais d'éviter mon agresseur. J'essayais de réfléchir à quelle heure il rentre, quelle heure ma mère rentre. Est-ce que je vais être seule? Est-ce que je vais devoir gruger? Quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma douche en toute sécurité? Quand est-ce que je vais pouvoir me déshabiller? Donc en fait, ouais, je me suis sentie pendant très longtemps en décalage où j'avais pas les mêmes priorités, quoi.
Et c'est toujours quelque chose que tu vis aujourd'hui ou avec les années et le fait d'aller mieux, c'est quelque chose qui s'est apaisé? Alors, sur pas mal de sujets, ça s'est apaisé, mais c'est vrai que quand on a vécu ça, ça a pris tellement de place et ça prend encore tellement de place que j'ai l'impression que les gens qui l'ont pas vécu peuvent pas comprendre, en fait. Mon mari est très, très présent, m'écoute, enfin, il est là à plein de niveaux, mais c'est vrai que comment expliquer, ce qui est pas explicable, quoi? Donc, vivre ça, ça fait c'est un tel traumatisme que je pense qu'il y a forcément un décalage avec les gens qui l'ont pas vécu. Ouais, je comprends. Et globalement, les gens qui ont vécu l'inceste ou plus largement des violences sexuelles dans l'enfance, même en dehors du cadre familial, se sentent souvent très coupables, même si rationnellement elles savent qu'elles ne sont pas responsables, elles peuvent même se le répéter, mais elles ont parfois du mal à se défaire de cette culpabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta propre relation avec la culpabilité? Ben, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est un mélange de culpabilité et de honte, en fait. Parce que déjà, au niveau de la loi, est décrété comme un viol quand, enfin, il faut dire catégoriquement non. Chose qu'un enfant, on lui apprend pas jamais à dire non, c'est-à-dire à refuser. Alors ça commence par voilà, on force les enfants à faire des bisous un peu à tout le monde, des câlins, des étreintes qu'on n'a pas forcément envie. Et puis ben du coup, quand c'est quelqu'un qui a une autorité parentale ou une autorité d'adulte, comment dire non à des choses qui nous mettent extrêmement mal à l'aise. Donc ça, déjà, je pense qu'il y a un indice par rapport à ça, c'est-à-dire que, ben oui, mais quand tu dis, ben j'ai vécu ça, mais la première chose, c'est, ben est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu as crié? Eh ben non, j'ai pas fait tout ça, en fait. Donc en fait, on sous-entend que c'est un peu de ta faute. Et notamment, moi, j'ai aussi vu un psy jeune adolescente, enfin, j'avais vraiment 12-13 ans, au bout de vraiment plusieurs fois où j'arrivais pas à lui parler, je me suis dit, allez, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et sa première réaction, ça a été de me dire, mais est-ce que inconsciemment vous l'avez pas voulu tout ça? Donc ça ne faisait que me ramener à cette culpabilité qui était déjà en moi, parce que on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour subir ça, et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça n'arrive pas? La réalité, c'est que j'aurais rien pu faire pour que ça n'arrive pas. Oui, et on sait aussi qu'il y a au-delà de l'enfant qui ne sait pas dire non, il y a un vrai sujet lié à la sidération, le cerveau qui ne empêche de réagir pour que la personne se sauve en fait. Mm. Quand je repense à la scène, je ne me vois pas dans mon corps. C'est comme si j'étais spectatrice de la scène. À aucun moment je peux revivre les choses en étant dans mon corps. Il y a une dissociation qui se fait. J'étais pas dans mon corps à ce moment-là, quoi. Ouais, tu vois la scène comme de Mm. haut. Exactement, ouais. Et quand tu revois cette scène, en revanche, quelque chose qui revient souvent dans le trauma, c'est de la revoir avec de grands détails, comme si elle avait été imprimée de manière indélébile et qu'elle était arrivée quelques jours avant et pas des années, voire des décennies avant. Est-ce que Mm. c'est ton cas aussi? Oui, oui, oui. Alors, il y a des choses dans cette soirée-là que j'ai oubliées, mais il y a il y a des choses qui sont gravées en moi assez de manière indélébile, ouais. Ouais, c'est sûr. Et alors, il y a des choses que tu as oubliées, donc on peut parler d'amnésie traumatique partielle dans ce cas-là. Je sais pas, c'est-à-dire que quand j'ai dû porter plainte, j'ai dû refaire la chronologie. Et c'est vrai qu'il y avait des choses où ben je me souvenais plus exactement à quelle heure ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était exactement passé à ce moment-là. Pas les actes mêmes, mais tout ce qui est un peu autour, quoi. Oui, ce qui est encore une fois très classique. Une autre chose dont on a parlé un peu avant le podcast, c'est la colère, la relation à la colère que peuvent avoir toutes les personnes concernées par l'inceste, le fait de pas arriver à la ressentir ou au contraire la ressentir trop, peut-être envers les mauvaises cibles. Quelle est ta relation toi avec la colère? Je suis extrêmement en colère à beaucoup de niveaux différents. Alors, bah, j'ai été en colère contre moi déjà pendant longtemps parce que j'ai subi, parce que j'ai aussi fait ce que ma mère m'a demandé, c'est-à-dire que après lui en avoir parlé, ben voilà, je me suis effacée. J'ai essayé d'être invisible le plus possible. Donc, avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi j'ai subi tout ça? Pourquoi je suis pas allée porter plainte à ce moment-là?
Après, bon, j'essaie d'être aussi indulgente avec moi-même. Bon, j'étais une enfant, une adolescente, une jeune adulte, donc voilà, j'ai énormément de colère contre ma mère et contre l'agresseur qui m'ont laissée dans une détresse qui n'aurait jamais dû être. Et après, plus globalement, j'ai de la colère envers les professionnels qui m'ont pas aidée. J'ai quand même vu 2 psychiatres, j'ai vu une gynécologue. Quand tu étais encore mineure? Oui, j'étais encore mineure et personne ne m'a aidée alors que j'ai raconté mon histoire. Notre voisine de l'époque, ma mère lui avait raconté l'histoire et elle a rien fait non plus. Donc je suis en colère envers ces adultes qui m'ont pas protégée et dont le rôle pour moi c'était pourtant ils auraient dû, vraiment. Et plus globalement, je suis en colère aussi contre la société qui laisse faire, qui ne fait rien. On voit que les plaintes sont déposées, que les agresseurs ne sont pas incriminés. Il y a rien en fait. Enfin, on a beau essayer, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à se battre, mais parfois c'est un peu fatigant et ouais, il y a quand même beaucoup de colère par rapport à ça. Pourquoi tu penses que ça marche pas? T'as un avis là-dessus? Je pense que ça marche pas parce qu'on est dans un monde patriarcal qui met les hommes en domination et je pense que l'inceste c'est de la domination. Enfin moi en tout cas dans mon cas c'était clairement de la domination. Mon agresseur voulait absolument que je sois soumise, il n'y arrivait pas par d'autres moyens et ça a été un moyen de me soumettre. Ça a marché pour le coup, mais pour moi c'est vraiment ça et du coup on est dans un monde où on laisse les hommes dominer les femmes et par extension les enfants aussi. Et pour retourner sur les conséquences de l'inceste qu'on peut avoir sur ta vie, est-ce que l'inceste a pu causer des troubles physiques? Voilà, au-delà du psychique, est-ce qu'il y a pu avoir des impacts physiques, somatiques? Alors je pense qu'il y en a plusieurs. C'est à la fois j'ai plusieurs maladies chroniques. J'ai le syndrome de l'intestin irritable, j'ai voilà des douleurs au ventre, j'ai des grosses crises de migraine, donc plein de douleurs chroniques, enfin aux articulations, etc. Et à la fois quand je dis que j'ai été victime d'inceste, donc ça peut être une des causes. Et à la fois souvent quand je dis, les médecins me disent ah bah bon bah c'est ça, bon bah c'est bon, bah c'est rien d'autre quoi. Donc d'un côté ça peut être une raison de toutes ces douleurs et puis en même temps je trouve que c'est un peu facile aussi de mettre ça derrière l'inceste parce qu'on traite quand même pas la cause de toute façon. Je pourrais jamais me réparer de ça complètement, donc comment on fait? Ça reste quand même des douleurs au quotidien qui sont difficiles à vivre. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que vivent globalement les femmes, d'ailleurs, Mm. même non liées à l'inceste, quand elles arrivent avec des symptômes physiques et qu'on leur dit que c'est dans leur tête, que c'est l'anxiété, que c'est... Voilà. Et que il faut se détendre. Exactement. Faire du yoga, Ouais. voilà. Et plus globalement, quelle est ta relation avec ton corps aujourd'hui? Ça a été alors compliqué pendant longtemps. Je sais pas ce qui est lié au fait que c'est dû à l'inceste ou au fait que je sois une femme tout bêtement, parce que c'est compliqué d'une manière générale. J'essaye de m'apaiser par rapport à ça depuis depuis une dizaine d'années. J'essaye de progresser. J'ai arrêté de faire le yo-yo déjà, où je faisais plus 10 kilos, moins 10 kilos. Donc voilà, etc. J'essaie de prendre soin de moi au quotidien, d'arriver à m'aimer. Tout ça, c'est extrêmement compliqué, mais je pense que c'est l'œuvre d'une vie. Mais je pense que je vais dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. J'avance tout doucement, mais j'avance dans le bon sens. En termes d'impact qu'a pu avoir sur l'inceste sur ta vie, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'évoquer avant qu'on passe à un autre sujet? D'une manière générale, ce qui me dérange beaucoup, moi, mon agresseur était alcoolique et se droguait, et c'est vrai que ça reste des choses qui aujourd'hui m'impactent. Dès que je suis en soirée ou avec des gens qui boivent un peu trop, je suis
tout de suite en hypervigilance et je ne fais plus confiance à personne. Je me mets sur mes gardes. Je peux devenir aussi agressive si je sens que je peux être en danger, alors que foncièrement je le suis pas. Mais ça amène des réactions chez moi qui sont, en tout cas que les gens trouvent très disproportionnées. Et ça, ouais, parfois c'est un peu compliqué à vivre. Parce que les gens comprennent pas forcément l'alcool et la drogue. J'avoue que je fréquente pas de drogués, mais enfin de gens qui se droguent, mais l'alcool c'est un côté très très festif et les gens comprennent pas qu'on puisse avoir une très mauvaise expérience avec ça et que ça puisse être compliqué. Oui. Et donc effectivement, c'est ce qu'on peut appeler un trigger et ça te ramène ouais, tout de suite dans l'hypervigilance de ton enfance. Ouais. Ok, très clair. On va passer sur un autre sujet qui sont un peu plus les relations familiales et ta maternité. Donc, comme tu l'as dit au début du podcast, tu as parlé quand tu étais plus jeune, ce qui est déjà quelque chose de très rare. Tu as eu cette force et malheureusement, ta parole n'a pas été accueillie. Alors, elle n'a pas forcément été remise en cause, mais en tout cas, on n'a pas pris l'ampleur des choses. Ta mère t'a dit, moi, je restais avec ton beau-père et puis elle ne t'a pas protégée. Et finalement, c'est toi qui as commencé à la protéger en me taisant. En te taisant, exactement, merci. Et encore une fois, je pense que malheureusement, c'est quelque chose d'assez classique. Comment tu l'analyses aujourd'hui avec le recul, surtout maintenant que tu es devenue maman à ton tour? À la fois, je me suis quand même beaucoup renseignée là-dessus parce que c'est ce qui m'a... c'est partie des premières choses que j'ai cherchées, en fait. Et j'ai vu le nombre de mères qui ne croient pas à leurs enfants. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment hallucinant. Donc, j'ai essayé de chercher s'il y avait des raisons. Et effectivement, en fait, le cerveau est tellement... Je pense que de la même façon qu'on se dissocie quand on est agressé, je pense que le cerveau vrille, en fait, quand on a ce genre d'annonce. Ça remet tellement de piliers dans une vie en cause que je pense que le cerveau ne peut pas croire à ça. Donc, visiblement, c'est tellement systémique que il y a forcément un problème plus compliqué que juste une mère qui serait pas soutenante pour son enfant. Là, on parle de quasiment toutes les mères, quoi. C'est une exception quand une mère croit son enfant et quitte la personne. Après, sinon, il y a les mères croient leurs enfants quand elles sont séparées du père. Donc ça, oui, évidemment, mais quand elles sont avec la personne, en général, elles ne croient pas leurs enfants. Donc, mais après, moi, ça n'empêche que moi, j'aurais aimé être l'exception, évidemment. J'aurais aimé qu'elle me croie. Et quand je suis devenue maman, ça m'a semblé encore plus irréel parce que je ferais tout pour mon fils. Mais je pense que quand on a été victime d'inceste, en plus, il y a cette peur-là de se dire, on a les yeux partout, on fait confiance à personne, ni à une nounou, ni à ni à un instituteur, une institutrice, à personne, quoi. Oui, donc ça a vraiment affecté ta relation, ta maternité, ta relation avec ton fils, d'avoir subi ça par l'hypervigilance, mais par d'autres choses aussi. D'ailleurs, ni mon conjoint, ni le père de mon fils et ni mon conjoint actuel, je garde en mémoire, c'est-à-dire que ce serait compliqué, évidemment. Je reviendrai pas, je dirais, mais attends, mais quand? J'aurais besoin de choses, mais il y a une partie de moi qui me dit que c'est possible. La porte n'est pas fermée. Le problème, c'est que la plupart des mères ferment cette porte à double tour. Elle n'est pas ouvrable, alors que moi, je dis, ouais, ce serait évidemment très, très dur, mais la porte n'est pas fermée. Ça reste une possibilité. Oui, c'est vrai qu'on a souvent la vision de l'agresseur dans les violences sexuelles comme un grand méchant loup, mais en fait, malheureusement, non. C'est un enfant sur 10 et donc autant d'agresseurs derrière et c'est nos frères, nos pères, nos amis et ça peut être tout le monde. Et c'est forcément quelqu'un qu'on aime. Il y a forcément dans notre entourage quelqu'un qu'on aime et qui agresse les enfants. C'est ça qu'il faut se dire. Et du coup, on parle d'un enfant sur 10, mais du coup, on parle plus rarement des agresseurs. Mais du coup, c'est forcément un agresseur, un adulte sur 10 qui agresse, quoi. Oui, et on parle des hommes, mais bien sûr, il peut y avoir des agresseurs femmes également, même si c'est plus rare, il y en a. Dans l'inceste, il y en a plus que dans les agressions sexuelles
en plus, d'une manière générale, ouais. Et donc là, on a parlé plutôt pendant ton enfance, mais aujourd'hui, tu n'as toujours pas de relation. Enfin, tu as eu une relation avec ta maman depuis des années, puis au moment où tu as porté plainte, cette relation a été coupée. Tu as dû faire le deuil de cette relation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, ça a été extrêmement difficile parce qu'avec ma mère, on était très, très, très fusionnels. Je dirais même trop fusionnels. Elle me considérait plutôt comme une amie. Et moi, c'est vrai que ça m'allait plutôt bien parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment un lien très particulier avec ma mère que mes copines n'avaient pas avec la leur. On était très proches, on se disait nos secrets. Avec le recul, ouais, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop, mais sur le moment, moi, j'étais bien contente. Jusqu'à ce que je sois vraiment jusqu'à mes 27 ans, on a été très très proches. Je l'appelais tous les jours, même quand j'ai déménagé à 500 km d'elle. Ça a été une des décisions les plus dures de ma vie, de m'éloigner d'elle. Ça a été très compliqué. On s'appelait tous les jours et puis du jour au lendemain, elle qui m'avait toujours dit bon bah si un jour tu portes plainte, je te soutiendrai. Ben du jour au lendemain, elle m'a dit et j'ai plus jamais une nouvelle quoi. Pas un coup de fil, rien. Et ça, par contre, ça a été extrêmement difficile, ouais. Ouais, c'est un véritable deuil. T'as essayé de réavoir des contacts avec elle Plus ou moins. De temps en temps, on s'envoyait un texto d'anniversaire, mais c'était très compliqué parce que l'année où elle m'en a pas envoyé, ça a été pour moi horrible. C'est-à-dire que, en fait, si j'avais un texto, c'était horrible, et si j'en avais pas, c'était horrible. Donc en fait, pendant des années, ça a été extrêmement compliqué. Aujourd'hui, j'attends plus rien, je n'ai plus rien, et finalement, ça va mieux. Mais en fait, faire le deuil de quelqu'un qui est vivant, c'est infaisable en fait, parce qu'on se dit toujours, peut-être qu'un jour elle va m'appeler, peut-être qu'un jour elle va reprendre contact. C'est quelque chose qui est totalement cassé, et en même temps, il y a une part de moi qui espère, et je déteste cette part de moi qui espère. Mais elle est là quand même. Faut aussi l'avouer, il faut aussi se dire bon bah voilà, il y a une part de moi qui espère encore. Mais avec le temps, on essaye de jouer, mais bon, je sais qu'un jour, voilà, je serai peut-être appelée pour me dire qu'elle est décédée. J'en serai extrêmement malheureuse, et ce sera peut-être plus facile après, mais en même temps, c'est compliqué. Et les seuls contacts que j'ai avec elle sont extrêmement décevants en tout point. Donc de toute façon, le dernier en date, sa mère est décédée, et elle m'a pas prévenue. Elle a juste envoyé un texto à mon fils une fois qu'elle était décédée, alors qu'elle savait qu'elle allait mourir, et c'était extrêmement compliqué. Il y a une partie de moi qui me disait qu'on pourrait peut-être se rejoindre dans le deuil de ses parents, que moi j'aimais beaucoup beaucoup, et qui l'ont en plus beaucoup soutenue, qui l'ont choisi elle. Ils ont été des bons parents, et j'ai toujours respecté ça beaucoup, en me disant que elle a eu de la chance, elle a eu des bons parents qui l'ont soutenue. Moi, j'ai pas eu cette chance, quoi. Ouais, mais je pense qu'encore une fois, on n'est pas dans l'individualité. C'est malheureusement très souvent que la famille, c'est plus facile de faire sortir la personne qui parle et qui remue la merde versus faire sortir l'agresseur. Tout à fait. Après, pour être sur du plus positif, tu as pu créer ta propre famille, donc tu es devenue maman assez jeune. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ta grossesse ? Est-ce que tout ça a eu des impacts là-dessus, ou finalement tu as vécu ça sereinement ? Quand j'étais petite, je m'étais toujours vue avec une petite fille parce que j'avais envie de recréer le lien que j'avais avec ma mère. Je m'étais toujours dit que c'était chouette, ce lien que j'avais avec elle, et j'aurais aimé créer ça avec une petite fille aussi. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à avoir des peurs, à être pas très bien, à me dire mais si c'est une petite fille, elle a plus de chances de se faire agresser, ce qui est un peu faux d'ailleurs, parce que les petits garçons aussi se font agresser et se font incester. Et là, mon cerveau a un peu, il a dit en fait, je préférais un garçon en fait. Et à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit mais de toute façon, c'est un garçon que je vais avoir. J'ai pas voulu savoir jusqu'à la naissance, et j'étais bien contente d'avoir un petit garçon. Avec le recul, ça aurait rien changé en fait, mais
je sais pas, c'était une peur en moi et j'étais aussi contente de pas recréer ce lien avec une fille, plutôt de le créer avec un garçon. Avant le podcast, on parlait brièvement. Tu m'as dit que tu pensais que ce traumatisme pouvait être un peu un traumatisme intergénérationnel qui pouvait encore affecter ton fils aujourd'hui de manière indirecte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On voit, enfin, quand je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de choses et c'est vrai que on se traîne une espèce de boulet dans les familles, des grands-mères qui transmettent ça aux mères, qui transmettent ça aux filles, qui transmettent après à leurs enfants. Et vraiment, si j'ai parlé, si j'ai porté plainte, si j'ai mis un pavé dans la mare, c'était essentiellement aussi pour que lui ne se trimballe pas ces boulets-là, quoi. J'avais tellement peur qu'il reparte avec des traumas, avec des choses que j'aurais pu lui transmettre non volontairement, que voilà, ben ouais, ça m'impacte peut-être moi plus, et en même temps, franchement, rester en contact avec tes agresseurs et une mère qui de toute façon t'aurait abandonné, je sais pas si c'est une bonne idée aussi, hein, mais en tout cas aujourd'hui je vis sereinement et j'espère de tout mon cœur avoir libéré mon fils de ça. En tout cas, voilà, il en parle. Ça fait partie de sa vie. C'est pas un tabou. Pour moi, c'est vraiment si tu tombes, tu te casses un bras, personne te demande pourquoi t'es tombé. Enfin, je veux dire, tu t'es juste cassé un bras. Ben moi, l'inceste, j'ai envie que ce soit ça. Ben à un moment donné, j'ai été agressée. Oui, ça fait partie de moi. Oui, ça ne me définit pas. Ça définit pas mon fils. Rien, c'est pas ma faute. Et je veux que ce soit traité comme ça, quoi. Puis en plus, je pense que le fait de ne pas rendre le sujet tabou, je comprends que tu en as parlé à ton fils assez jeune finalement. Ça évite peut-être aussi de passer les traumas parce que il avait peut-être conscience que les moments où tu allais plus ou moins bien, bah c'est normal. Encore une fois, c'est la vie et c'est pas ta faute. Et Oui, c'est exactement ça. Après, on me demande souvent, ben, quand est-ce qu'il faut en parler aux enfants, etc. Il n'y a pas de, enfin, de toute façon, pour en parler, quand est-ce qu'on en parle? On en parle entre le fromage et le dessert. Enfin, comment ça se passe? Il n'y a pas de bon moment. Donc, en fait, moi, j'ai eu, entre guillemets, de la chance parce que j'ai porté plainte et j'étais tellement mal que je me voyais pas ne pas lui expliquer pourquoi j'allais mal. Donc, je lui ai expliqué, à l'époque, il était assez petit. Il avait, au début, 5 ans, mais ça a été extrêmement long. Ça a duré presque 3 ans, donc entre ses 5 ans et ses 8 ans. Mais je lui ai expliqué avec des mots simples, puis petit à petit avec des mots, voilà, quand il me reposait des questions, des mots de plus en plus adaptés à son âge et qui expliquaient de mieux en mieux. Et à 11 ans, je lui ai tout expliqué en détail, entre guillemets. Encore une fois, pas vraiment tout. Il a quand même appris des choses avec la BD, mais je pense qu'il faut dire et quand je donne le meilleur conseil que j'ai à donner aux futurs parents qui savent pas trop quand parler, ben vous pouvez parler à votre ventre ou au ventre de votre compagne, parce que voilà, c'est déjà un premier pas. Vous pouvez parler à votre bébé, et c'est vachement bien parce que les bébés, ça a pas d'opinion, enfin ça prend juste, ça va pas te juger un bébé. Donc en fait, ça fait partie aussi quand on en parle, je trouve que ça sort un peu de soi. Et du coup, ben c'est une vision personnelle, hein, mais ça permet de faire sortir ça d'un peu de soi et du coup, en parler à un bébé, je trouve que c'est la meilleure chose à faire en fait, parce que ça permet aussi de verbaliser les choses. Parce que quand c'est dans la tête, c'est toujours un peu aussi embrouillé, etc. Donc ça permet de verbaliser, de mettre des mots sur des mots. Et puis petit à petit, comme ça, l'enfant grandit et on peut lui en parler de temps en temps. Pour des anniversaires, l'anniversaire de l'agression, ça peut aussi être, bah voilà, aujourd'hui maman elle se sent pas bien parce que il y a ça qui lui est arrivé quand elle était petite. C'est un petit moyen. puis les enfants sont beaucoup plus aptes finalement parfois à entendre que ce qu'on pourrait le penser nous en tant qu'adultes. Oui, tout à fait. Enfin, mais vraiment, vraiment beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de jugement de valeur. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Juste, bah, ça m'est arrivé. C'est d'accord, ça t'est arrivé. J'en prends note. Enfin, il n'y a pas plus que ça, quoi. Mmh. Très intéressant s'il y a des mamans ou futures mamans qui nous écoutent. Un autre sujet que je voulais couvrir, on en a brièvement parlé, c'est la plainte. Donc,
À 27 ans, tu as porté plainte. Ça a été un long et difficile processus que tu décris très bien dans la BD. Donc, encore une fois, je vous conseille de la lire si vous vous posez des questions là-dessus. Ton beau-père a été condamné en première instance à une peine de quelques mois avec sursis et malheureusement, il a fait appel. Il a été relaxé pour cause de prescription. Pour revenir un peu, sans revenir sur vraiment toute la procédure, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui avait déclenché ton envie de porter plainte. Il faut un grand courage pour porter plainte. Beaucoup de victimes n'ont pas encore ce courage. Qu'est-ce qui l'avait déclenché à l'époque? À l'époque, il y avait voilà, les faits étaient prescrits 10 ans après la majorité. Et moi, j'ai commencé à avoir une thérapeute à 27 ans. J'allais pas la voir spécialement pour ça. J'allais la voir pour d'autres problèmes, et que voilà, je lui ai exposé pendant 1 heure mes problèmes, et puis 5 minutes avant la fin, je lui dis au fait, bon, il s'est passé ce petit truc dans mon enfance, et là j'ai vu dans ses yeux que c'était important. J'ai vu que c'était la première fois en fait que j'avais un retour de la gravité des choses à hauteur de ce que moi je ressentais, mais à force que les gens minimisent, on minimise aussi beaucoup. Et c'est là où elle m'a dit, bon, on va se poser, on va en parler. Et surtout, elle m'a dit, il y a quand même une deadline. Vous avez jusqu'à vos 28 ans, du coup, 10 ans après la majorité. Moi, ça arrivait en janvier, donc j'avais 8-9 mois pour me décider. Et elle a dit, on va travailler là-dessus. Il faut surtout pas qu'un jour vous regrettiez de ne pas l'avoir fait. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il faut surtout pas regretter, se dire, si j'avais su, j'aurais porté plainte. Donc là, j'ai commencé mon processus, mais assez rapidement, j'ai pris la décision. En fait, j'avais besoin de raconter mon histoire. J'avais besoin que ce soit écrit quelque part, qu'on m'écoute, que je puisse dire mon histoire et que ce soit écrit quelque part. Après, qu'il soit condamné, qu'il soit pas condamné, ça c'était un peu... je m'en foutais un peu en fait. Mais j'avais besoin que la société m'écoute, écoute ce que j'avais à dire. C'était surtout ça dont j'avais besoin. Et rétrospectivement, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes à cause de l'issue, donc du fait qu'il était relaxé, ou aussi peut-être du fait que la procédure a pu être en elle-même difficile et violente, ou finalement t'es contente de l'avoir fait et tu le referais si tu devais le refaire aujourd'hui? Je pense que ça a été la chose la plus dure que j'ai eu à vivre, parce qu'il faut se préparer. On te prévoit 6 mois à l'avance une date où tu vas être face à ton agresseur, où tu vas devoir expliquer ton histoire à tout le monde, à des gens, à des inconnus. Enfin, c'est horrible. Et faut pas minimiser si les gens pensent que c'est facile. Enfin, ça ne l'est pas du tout. Donc, mais je suis sortie vidée. J'ai le sentiment d'avoir accompli exactement ce que je devais accomplir. Donc en fait, c'est peut-être le plus dur et la chose la plus chouette que j'ai fait aussi, quoi. Enfin, à un moment donné, ça s'aligne et tu te dis, j'ai fait exactement ce que je devais faire au moment où je devais le faire. Donc je regrette pas du tout. Après, c'est vrai que si on a envie de se venger, si on a envie que la personne fasse de la prison, c'est vrai que des années après, là, faut pas se faire d'illusions, hein. Ça va probablement pas arriver, mais comme moi, j'étais partie j'ai envie qu'on m'écoute. Finalement, c'était mon moment. J'ai pu raconter mon histoire. Les gens m'ont effectivement écouté. C'était tout ce qui comptait pour moi. Donc, pour moi, ça reste bien et une bonne expérience. Tu as commencé à évoquer ta thérapie, donc tu as commencé vers 27 ans. Moi, j'aime bien dans ce podcast évoquer les choses que tu as pu faire pour aller mieux, ton parcours de soins. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette thérapie, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Je comprends que c'était indirect, mais je crois que c'est assez classique en fait de pas y aller pour le vrai sujet et de s'en rendre compte une fois qu'on y est. Donc, oui, apparemment, effectivement, c'est un truc un peu classique. Moi, j'ai un autre problème qui fait l'objet d'une deuxième BD, mais j'ai eu un problème à la naissance de mon fils, donc je peux plus avoir d'enfant. Et donc j'y allais un peu pour ça, où c'est aussi un trauma, mais il fallait un peu bosser dessus parce que j'arrivais plus à avancer. Mais j'arrivais plus à avancer parce que j'avais été victime d'inceste surtout.
et où c'était extrêmement compliqué. Et puis petit à petit, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je suis tombée sur... j'avais vu plusieurs psychiatres et psychologues quand j'étais ado. Ça s'était toujours très mal passé, ou du moins pas au bon moment, c'était pas choisi. Donc là, je suis tombée un peu par hasard sur une thérapeute à côté de chez moi. Ça a tout de suite collé, parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un avec qui ça colle niveau personnalité. Après, moi, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est on sera jamais copines, on n'ira jamais boire un coup. Voilà, ça reste du professionnel. On va essayer de trouver des clés ensemble, et vous serez la seule à avoir cette clé et à ouvrir les portes si vous avez envie de les ouvrir. Et finalement, moi, ça m'a vraiment bien allé. On a construit une chouette relation. Et effectivement, c'est ça, elle m'a aidé à trouver les clés dont j'avais besoin. Donc, et ça a duré plusieurs années où je suis allée la voir dans les mauvais moments une fois par semaine, et puis petit à petit plutôt une fois par mois. Et au-delà de ces thérapies, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé pour aller mieux, des actions, des ressources, des personnes? Après, essentiellement, ça va être mon conjoint, ça va être mon fils, évidemment, un petit noyau d'amis, et notamment ma meilleure amie qui ont été là toujours à m'écouter, à me soutenir. Et encore une fois, même si les gens comprennent pas forcément, ils sont là et ils te croient inconditionnellement, et ça compte en fait. Le simple fait qu'on te croit, c'est énorme. Enfin, on n'a pas l'impression, mais le fait de dire « ce n'était pas ta faute, je te crois », c'est des mots qui sont assez magiques quand même, et qu'on ne dit pas assez. Et si des personnes de victimes d'inceste ou de violences sexuelles dans l'enfance nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire? Je trouve que ce qui est important, c'est de faire comme on peut, d'être indulgent envers soi-même. On peut pas, tout le monde va pas forcément pouvoir porter plainte, tout le monde va pas forcément... souvent on me dit « mais comment t'as fait pour faire une BD ? Comment t'as fait pour raconter ton histoire ?» Et je dis « mais parce que je pouvais, parce que j'ai eu les soutiens, parce qu'à un moment donné, ma vie d'aujourd'hui, elle est pas chaotique. J'ai assez de sous pour tenir sur le mois. J'ai pas de gros problèmes de santé. Il y a un alignement qui fait que j'ai pu travailler avec une thérapie, etc., pour avancer. Tout le monde n'a pas ces ressources-là. Donc moi, je peux le faire, je le fais. J'espère au maximum que ça peut aider les gens. Ça fait au moins une BD de support pour arriver à en parler aux gens, pour arriver à se sentir moins seul. Donc si j'ai une chose à dire, c'est que déjà vous êtes en vie, bravo. Déjà c'est bien, vous êtes levé ce matin, bravo. C'est déjà énorme. Et je pense que c'est bien, ça nous amène sur le dernier gros sujet du podcast que je voulais évoquer, qui était la BD, et surtout pourquoi tu as décidé de partager ton histoire, d'abord sur Instagram, puis sur une BD. Pourquoi tu en as décidé d'en parler publiquement comme ça? Il fallait que ça sorte. J'ai même du mal, moi, à l'expliquer, mais en fait, quand j'ai commencé à en parler un tout petit peu, un jour, on s'est retrouvés à aller au festival d'Angoulême avec des amis. Et dans la voiture, on était quand même, du coup, on était 4 et on était 3 à avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance. C'est quand même beaucoup, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte de l'ampleur. À chaque fois que j'en ai parlé, quelqu'un m'a dit, il y avait forcément quelqu'un qui m'a dit, soit ça m'est arrivé, soit c'est arrivé à ma sœur, soit c'est arrivé à une amie. Tout le monde connaît quelqu'un qui est victime d'inceste ou d'agression sexuelle dans l'enfance. C'est énorme. Et quand j'ai commencé à évoquer un petit peu ça sur Insta, j'ai reçu des dizaines, des centaines, des milliers de messages de soutien, mais de beaucoup, beaucoup de gens qui avaient vécu la même chose et qui me disaient je me sens moins seule, quoi. Ça me fait du bien de voir comment tu traites la chose. On se sent vraiment moins seul. Alors c'est assez triste, et en même temps, parce que on est quand même beaucoup, et c'est pas cool de vouloir que ça arrive aux autres, mais c'est pas ça. C'est juste que on se sent tellement seul quand ça nous arrive, que le fait que quelqu'un comprenne, ça fait un petit réconfort, quoi.
Et le moindre petit réconfort fait que quand même on va mieux. J'ai quand même des gens qui m'ont dit, donc plus âgés que moi, donc plus âgés de 40 ans, parce que même si je fais jeune, voilà. Mais qui m'ont dit, t'es la première personne à qui j'en parle. Et je me dis, mais comment ces gens ont pu vivre, comment ces gens ont pu se lever tous les matins en gardant ça avec eux, quoi. C'est tellement lourd, en fait. C'est tellement lourd. Donc, quand j'ai des gens qui me disent ah ben grâce à toi j'ai réussi à en parler à mon conjoint, à mes enfants, à des amis, je me dis ben c'est cool. J'essaye de transformer tout ce qui a été négatif. Je me dis à un moment donné on peut essayer de transformer ça en positif, quoi. Et j'espère que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Pour avoir lu la BD, je pense que c'est un super outil pour se sentir moins seul, pour les gens qui auraient subi la même chose. Et on le répète encore une fois, hein, l'inceste, c'est 1 enfant sur 10, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Mais malheureusement, on n'en parle pas entre le fromage et le dessert, comme tu l'as si bien dit. Et on peut même avoir l'impression parfois que les gens ont pas envie d'entendre. Pas les gens justement qui sont concernés, mais les autres. Est-ce que c'est aussi ton analyse, la vision que tu as ? Oui, quand on en parle, donc la première action, c'est les gens sont horrifiés, les gens sont, c'est horrible, c'est dramatique, donc à la hauteur de ce que c'est, hein, parce que c'est tout ça évidemment. Mais après, les gens oublient, parce qu'en fait, on peut pas rester en colère éternellement, on peut pas rester comme ça. En fait, ça prend aux tripes, ça te les tord, mais ça peut pas rester comme ça. Donc les gens, passent à autre chose, continuent leur vie. Et le cerveau est quand même extrêmement bien fait, mais nous, on reste par contre avec notre douleur. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. Donc quand il va y avoir un fait un peu de société qui va sortir dans les médias et tout, les gens vont être horrifiés. Oh, mais quelle horreur, ce que la personne a vécu, c'est terrible. Mais bon, le lendemain, il y a un autre fait divers qui va sortir et on va parler d'autre chose. Sauf que la personne, elle reste avec sa détresse, quoi. Ouais, et on l'a vu avec le MeToo inceste, finalement, la parole s'est beaucoup ouverte. À chaque fois, les gens étaient surpris. Et en fait, si on creuse, la parole s'était ouverte 10 ans avant et 15 ans avant. Peut-être qu'elle s'ouvre un peu plus aujourd'hui, mais en fait, c'est un balancier complet. Elle s'ouvre et elle se referme en permanence. Et puis, de toute façon, on se rend compte que, effectivement, les gens parlent. Les victimes parlent. Mais de l'autre côté, il faut entendre, il faut écouter. Et puis, c'est toute la société qui doit écouter. Et là aussi, ça passe aussi par la prise des plaintes, ça passe aussi par des condamnations, ça passe tant que la société n'est pas prête à entendre toutes ces personnes-là, ça ne pourra pas avancer. Et ça, moi personnellement, j'en suis persuadée. Les gens parlent, vraiment. Faut juste maintenant écouter, quoi. Et quelles ont été les réactions de tes proches quand tu as commencé à en parler publiquement? Ceux qui pouvaient être déjà au courant ou ceux peut-être qui l'ont appris par ce biais? Souvent, ça les met mal à l'aise, ça les gêne. C'est le plus difficile, je pense que c'est pour les amis d'amis, donc les personnes qui n'étaient pas au courant, qui suivaient un peu mon compte parce que à la base, c'est sur des petites anecdotes du quotidien, rigolotes. Et d'un seul coup, ils se prennent en fait, maintenant, je vais parler de mes traumas et notamment, j'ai été victime d'inceste. Et j'ai fait, ok, mais c'est difficile, ça. Oui, c'est difficile, mais franchement, si j'ai survécu, je pense que tu peux aussi survivre. Je veux dire, c'est pas, hein, on va pas. Donc, je pense que ça a été compliqué pour des gens, mais ça me dérange pas, ce petit pavé dans la mare. Je me dis que de toute façon, s'il y a des gens que ça dérange au point de plus me fréquenter ou de me voir différemment, c'est tant pis pour eux, et c'est des gens que tant mieux s'ils sortent de ma vie quelque part. Enfin, ça fait un peu le tri et c'est pas plus mal. Ouais, c'est un peu un radar à con. Ouais, exactement. Bon, pour clôturer ce podcast, une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que déjà tu as un autre message particulier que tu voudrais faire passer aujourd'hui ? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. C'est vrai qu'on nous apprend pas à le faire, mais je pense qu'il faut s'écouter. Et il y a beaucoup de gens qui sont qui ont oublié ce qui leur est arrivé. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent ton message, il me parle, mais je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment.
Et je leur dis, quand tu te sentiras, garde en tête que faut se faire confiance, en fait. S'il y a des choses qui te travaillent, c'est qu'il y a des choses à fouiller, et quand on se sent prêt, faut peut-être fouiller, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aurais des ressources que tu souhaites recommander à nos auditeurs, livres, films, documentaires, compte Instagram? Alors bien sûr, on leur recommande ta BD et je mettrai également ton compte Instagram dans la description du podcast. Mais d'autres ressources que tu pourrais recommander? Alors moi, je suis allée voir la pièce de théâtre de Andrea Bescon, donc Les Chatouilles, la danse de la colère, qui est merveilleuse. J'ai pas encore pu voir le film parce que c'est compliqué, mais voilà, j'ai été la voir au théâtre, donc ça c'était vraiment chouette. Et j'ai les podcasts ou peut-être une nuit, des choses comme ça qui sont vraiment chouettes, qui m'ont vraiment aidé à prendre conscience de pas mal de mécanismes un peu systémiques. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il pourra aider beaucoup de personnes concernées par ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir invitée, et merci de m'avoir écoutée. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.